Alors le dipôle électrique, dans le mot dipôle, on entend deux pôles. Nous avons en fait deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. La charge Q étant strictement positive, alors le pôle négatif, il est en A, c'est moins Q. Le pôle positif, il est en B, c'est plus Q. Et ces deux charges forment ce qu'on appelle un dipôle. Donc le vecteur U, c'est le vecteur unitaire. Et le vecteur P, qui est situé au milieu du segment AB, ça s'appelle le moment dipolaire électrique du dipôle. Il est toujours dirigé de la charge négative vers la charge positive et il s'exprime, par définition, on écrit P, CQ par le vecteur AB. Alors, le vecteur AB, il est de même sens que U, donc AB, ce sera longueur AB multipliée par le vecteur unitaire U. Donc, puisque OA égale à OB qu'on va appeler, on va les représenter par la lettre A. La distance de O à A, c'est la distance de O à B, c'est petit a. Alors, on va dire AB, le vecteur AB, c'est 2 fois petit a fois U. Et on remplace donc P. P devient 2AQ multiplié par U. C'est l'expression du moment dipolaire. Ou bien AB directement, la longueur AB multipliée par Q. Q multiplié par la longueur AB fois U. Alors, l'unité de P, c'est en coulomb par mètre parce que le Q c'est en coulomb et la longueur, la distance c'est en mètres. Alors le vecteur moment dipolaire P, il est toujours de la charge négative vers la charge positive et il s'exprime comme étant la charge Q multipliée par le vecteur qui sépare les deux charges. Donc c'est tout. Alors ici on a exprimé donc ce vecteur qui sépare les deux charges par le biais de petit a, donc c'est la distance entre du milieu vers les deux charges. Mais pas obligatoirement, on peut dire directement P, CQ par longueur AB par le vecteur unitaire U. Donc c'est une charge multipliée, la charge multipliée par la distance qui sépare les deux charges. Et en vecteur par le vecteur unitaire U. Voilà. Donc les fibres nerveuses et musculaires sont constituées en grand nombre de dipôles électriques. Et l'électrocardiogramme, c'est-à-dire le CG, c'est en fait une application de la notion du dipôle électrique. On va maintenant exprimer le champ et le potentiel au voisinage d'un dipôle. On commence par le potentiel en M. Le point M, c'est un point situé au voisinage de ce dipôle. Alors de M au dipôle, c'est-à-dire de M au milieu O du dipôle, c'est la distance R. De M à A, c'est la distance RA. De M à B, c'est la distance RB. Donc le dipôle, tant que c'est 2 moins Q vers plus Q, nous avons le moment dipolaire P. Entre le moment dipolaire P et OM, le vecteur OM, c'est l'angle θ. Pourquoi on a mis les pointillés? Parce que le point M, il est infiniment éloigné, il est considéré comme étant infiniment éloigné du dipôle. Et pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est dans les fibres, le dipôle, il existe dans les fibres nerveuses et musculaires. Et les charges qui constituent le dipôle, et qui sont séparées par la distance AB, représentée sur la figure, la distance, elle est infiniment petite. De A jusqu'à B, c'est vraiment infiniment petit. Donc AB, c'est égal à 2 fois petit a, ça veut dire si 2A est petit, ça veut dire que petit a est aussi très petit. Et donc un point M qui est situé au voisinage de ce dipôle, autrement dit un point M qui est situé à la distance R du centre de ce dipôle, alors il sera considéré comme étant infiniment éloigné par rapport à ce dipôle parce que comme A elle est très très faible, alors R il sera considéré comme étant beaucoup plus grand que petit a. Voilà. C'est pour cela qu'on a mis les pointillés. Le potentiel en M, par définition, c'est le potentiel créé par la charge négative plus le potentiel créé par la charge positive. Le potentiel V- créé par la charge négative, il s'écrit K par moins Q sur la distance qui sépare la charge négative du point M, c'est-à-dire RA. Et le potentiel V+, créé par la charge positive, il s'écrit comme K fois Q, la charge, positive sur la distance qui sépare la charge positive du point M, c'est-à-dire donc RB. On remplace dans l'expression de Vm et on va dire Vm devient comme K fois Q par 1 sur RB moins 1 sur RA. On réduit au même dénominateur, 1 sur RB moins 1 sur RA, ça devient RA moins RB sur RA fois RB.
dans l'expression du potentiel. Alors dans ce potentiel, dans cette expression-là, on a RA, on a RB, donc c'est pas commode de travailler avec RA et RB, puisque nous, on a dit que le point M, il se situe à la distance R du centre du dipôle. Donc on va essayer de faire ressortir la distance R dans l'expression de VM. Et pour cela, on va faire des approximations. Alors, puisque le point M, il est infiniment éloigné du dipôle, on va dire, donc, et puis nous savons que MA, les droites MA, MB et MO se rencontrent en M. Alors, MA, MB et MO, trois droites qui se rencontrent en M, et ce point M, il est infiniment éloigné, on va dire, donc les droites MA, MB et MO se rencontrent à l'infini. Et on sait qu'en géométrie, les droites parallèles se rencontrent à l'infini. Donc, on va dire qu'on a pratiquement MA, MB et MO parallèles. Je reprends, nous avons les droites MA, MB et MO se rencontrent en M. M se trouve à l'infini. Ça veut dire que ces droites se rencontrent à l'infini. Et on sait que les droites parallèles se rencontrent à l'infini. Donc, puisque ces trois droites se rencontrent à l'infini, on va les considérer comme étant parallèles. Et on reproduit la figure avec les droites parallèles maintenant. On voit bien sur la figure que M, il va vers l'infini. Voilà. Donc, maintenant, pour transformer l'expression de VM, on va essayer de travailler sur la distance RA, la valeur de RA moins RB, et sur l'expression plutôt de RA moins RB, et sur l'expression de RA multiplié par RB. Alors, le fait que MA, MB et MO soient parallèles, cela va nous permettre de dire que la différence entre, voilà, sur la figure, nous avons la différence entre RA et RB, ça veut dire RA moins RB, on va dire que c'est égal à AH. Pourquoi? Sur la figure, nous avons la différence de parcours de A jusqu'à M, entre AM et BM. On voit bien qu'à partir de H, nous avons le parcours, il est identique. De H jusqu'à M est égal au parcours de B jusqu'à M. Parce qu'à partir de H, on a un rectangle. Si on trace un rectangle, et les droites parallèles, les segments, les côtés parallèles d'un rectangle sont égaux. Donc, de A jusqu'à M, moins de B jusqu'à M, ce n'est rien d'autre que AH. AH, c'est tout. Parce qu'à partir du segment HB, le segment HB qui est parallèle à l'autre côté, qui est à l'infini de ce rectangle-là, donc ils sont égaux, HB est égal à l'autre côté, et de HM et de H jusqu'à M, c'est égal au parcours à celui de B jusqu'à M. Voilà. Donc il nous reste juste le triangle AHB qui fait la différence. Et la longueur AH, elle est portée par RA. Donc AH, AM moins BM, ce sera AH. Comment exprimer AH? Alors dans le triangle rectangle, nous avons cosinus θ, c'est l'adjacent AH sur l'hypoténuse AB. AB, c'est égal à 2 fois petit a. Donc cosinus θ, c'est AH sur 2 fois petit a. Ça veut dire que AH, c'est 2 fois petit a multiplié par cosinus θ. Maintenant, pour RA fois RB, on voit bien que RA moins RB, c'est 2A cos θ. Et on sait que A, c'est très petit. Alors, on va dire RA, c'est presque égal à RB. Donc, presque égal à R. Et donc, on va dire que RA fois RB, c'est presque égal à R au carré. Alors, avec ces approximations-là, on va transformer, on va voir que l'expression de VM sera transformée. On remplace donc RA moins RB par 2A cos θ dans VM et RA fois RB par R carré. Et on obtient la nouvelle expression du potentiel VM qui s'écrit K fois 2A fois Q cosinus θ sur R au carré. Alors 2A fois Q, c'est P. On vient de voir que P, c'est Q par la longueur AB, c'est-à-dire P par 2A. Donc ça devient K fois P cos θ sur R carré. Et qu'on peut écrire aussi sous la forme K par P scalaire R, vecteur P, produit scalaire entre le vecteur P par le vecteur R sur R au Q. Parce qu'en fait, P, produit scalaire de P par R, c'est module de P, c'est-à-dire P, par module du vecteur R, c'est-à-dire R, par cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur R, c'est-à-dire cosinus θ. Donc, P fois R cosinus θ divisé par R au cube,
CP cosinus θ divisé par R au carré. Maintenant, exprimer le champ électrique au point M situé au voisinage du dipôle électrique. On a vu déjà que le champ électrique dérive d'un potentiel. On a vu ça pour le repère unidimensionnel et on a dit que le repère unidimensionnel c'est un cas particulier. Les cas réels c'est les cas à 3 dimensions dans les repères lorsque le repère est tridimensionnel. Et donc on va dire donc de façon générale le fait que le champ dérive d'un potentiel, cela s'exprime mathématiquement par E égale moins nabla V ou bien moins gradient V. Alors nabla c'est le vecteur gradient. Alors, on va définir le vecteur gradient et on va noter que le vecteur gradient, il s'exprime en coordonnées cartésiennes x et y, donc à 2 dimensions, par des rangs sur des rangs x et des rangs sur des rangs y. Alors, on va expliquer ça. Alors, par exemple, on a la fonction f qui s'exprime en fonction de x, y. Ça s'écrit 3x carré plus 5xy. Alors, nous avons deux variables, x et y. Donc, si on a deux variables, on va faire des dérivés, ce qu'on appelle des dérivés partiels. Donc, parce que d'habitude, lorsqu'on a une fonction f, c'est égal à f de x, on dérive par rapport à x. On écrit df sur dx. Là, puisque nous avons deux variables, on va dire, donc on va définir par d rang f sur d rang x, la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors, d rang, c'est un d arrondi en quelque sorte. Donc lorsqu'on dépasse, lorsqu'on est à une dimension, f par exemple, elle s'exprime uniquement en fonction de x. On dit la dérivée de f par rapport à x, c'est df sur dx. Maintenant, f, elle s'exprime en fonction de deux variables, x et y. À partir de là, on va faire des dérivés partiels, c'est-à-dire faire des dérivés en partie. Donc on dérive par rapport à x et on dérive par rapport à y. Et la dérivée par rapport à x, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. C'est-à-dire, on considère que la seule variable, c'est x, et tout le reste, c'est des constantes. Donc, 3x carré plus 5y. Lorsqu'on les dérive, en considérant que seul x est une variable. Ça veut dire y, elle joue le rôle d'une constante. Alors, la dérivée de f par rapport à x, ça s'écrit 6x plus 5y. Parce que 3x carré, quand on dérive par rapport à x, c'est égal à 6x. 5xy, quand on dérive par rapport à x en considérant que y c'est une constante, ça devient 5y. Donc on dérive par rapport à x et on dérive par rapport à y. Et donc d rang f sur d rang y, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Ça veut dire maintenant on va considérer que la variable c'est y et les x ça joue le rôle de constante. Donc quand on dérive d rang f par rapport à lorsqu'on dérive plutôt f par rapport à y, alors 3x carré, ça devient une constante. Sa dérivée, c'est 0. Et 5xy, quand on la dérive par rapport à y, ça devient 5x. Et on écrit d rang f sur d rang x, c'est égal à 5x. Et maintenant, nabla f, ce sera d rang f sur d rang x, le vecteur, d rang f sur d rang x, composé de la partie d rang f sur d rang x et de d rang f sur d rang y. Et donc, on remplace des rangs f sur des rangs x par 6x plus 5y et des rangs f par des rangs sur des rangs y, c'est égal à 5x. Donc, nabla f, c'est un vecteur à deux dimensions, 6x plus 5y et 5x. Alors, E, le vecteur E, quand on exprime E dans les coordonnées cartésiennes par rapport dans le repère bidimensionnel x et y, il aura une composante EX et EY. Alors on écrit E égale à moins nabla V, on aura donc E, ce sera moins des rangs V sur des rangs X, parce que moins nabla V, ça veut dire moins gradient de V, ça veut dire la composante en X c'est moins des rangs V sur des rangs X, et la composante en Y c'est moins des rangs V sur des rangs Y. Et on écrit E, ça veut dire donc la composante en X, c'est moins des rangs V sur des rangs X qui sera donc appelée EX, ça veut dire E, la composante de E suivant l'axe des X, et moins des rangs V sur des rangs Y, c'est la composante EY, donc de E par rapport donc, à l'axe, donc la composante de E par rapport à l'axe des Y, et on écrit E, ce sera EX, le vecteur EX, plus le vecteur EY. Alors, le vecteur nabla, ou bien le vecteur gradient, on peut l'exprimer en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, c'est R et θ.
le vecteur gradient, il s'écrit des rangs sur des rangs R, sa composante, et l'autre composante, c'est 1 sur R des rangs sur des rangs θ. Alors, c'est quoi les coordonnées polaires? Alors, ça, c'est le repère cartésien. On a le point M dans le repère cartésien, au petit x, au petit y. Le point M, il est repéré par son abscisse xm et par son ordonnée ym. Alors, pour le repère polaire qu'on va appeler au grand X, au grand Y, au grand XY ou bien au grand X, au grand Y, alors il faut savoir qu'à chaque point M, on associe un repère polaire. Dans le repère cartésien, donc tous les points sont représentés par leurs abscisses. Dans le repère polaire, on a à chaque point M un repère polaire. Ce n'est pas un repère pour tous les points, c'est à chaque point son propre repère. Alors, comment obtenir au grand X, Y ou bien au grand X, au grand Y? D'abord, on va tracer au grand X. Alors, au grand X, c'est l'axe qui portera le segment OM. Voilà. Donc, de OM, donc l'axe au grand X, il passera par l'axe, par le segment OM. Alors, de O jusqu'à M, nous avons petit r. Et entre O petit x et OM, nous avons l'angle θ. Alors là, le sens trigonométrique, il est affiché parce que les angles, on les représente, on les oriente. Et on part les déplacements, les rotations, on les fait dans le sens positif. Alors maintenant, pour obtenir l'axe au grand Y, on va faire une rotation de pi sur 2 à partir de l'axe au grand X. C'est-à-dire, on part de au grand X et on arrive à au grand Y en faisant une rotation d'un angle égal à pi sur 2 dans le sens trigonométrique, le sens positif. Et donc, entre au grand X et au grand Y, l'angle, c'est égal à pi sur 2. Voilà. Alors, le vecteur E, qui s'écrit moins nabla V, maintenant, nabla, c'est dans les coordonnées polaires, donc E, ce sera moins des rangs V sur des rangs R, et moins 1 sur R des rangs V sur des rangs θ. Alors, moins des rangs V sur des rangs R, c'est la composante ER de E, et moins 1 sur R des rangs V sur des rangs θ, c'est la composante Eθ de E. ER, c'est suivant au grand X, et Eθ, c'est suivant au grand Y. Et E, le vecteur E, ce sera la somme des deux vecteurs ER et Eθ. Alors, on va appliquer ça pour le dipôle. D'abord, pour le dipôle, puisque R, elle est très grande par rapport à A, alors il convient de travailler en coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, elles ont été utilisées depuis le temps, depuis donc l'Antiquité par les Grecs pour exprimer et pour évaluer les distances des astres, les positions des astres. Les astres sont très éloignés. Alors dès que nous sommes dans une situation pareille, là le point M il est beaucoup plus éloigné, très éloigné par rapport, au dipôle. Donc il est mieux, plus convenable pour les calculs de travailler avec le repère polaire. Bien sûr, on peut travailler dans le repère cartésien, mais c'est plus commode dans le repère polaire. Alors nous avons V pour le dipôle, on va donc appliquer donc nabla V et avoir les composantes du vecteur E. Alors ER, c'est moins des rangs V sur des rangs R, donc on dérive par rapport à V, c'est-à-dire moins des rangs sur des rangs R de Kp cos θ sur R au carré. Ça, c'est l'expression de V. On dérive par rapport à R, ça veut dire Kp cos θ, c'est une constante. On la fait sortir, et donc on aura moins Kp cos θ, la dérivée de 1 sur R carré par rapport à R. La dérivée de 1 sur R carré, c'est moins 2 sur R au cube. Alors, donc ça devient 2Kp cos θ sur R au cube. Alors, cette composante ER, on l'appelle la composante radiale. Elle est radiale parce qu'elle est portée par l'axe OX. L'axe OX, c'est celui qui porte le segment OM de distance de valeur ou bien de distance R. On l'appelle la composante radiale. Pour Eθ, c'est moins 1 sur R des rangs V sur des rangs θ. Pareil, on va dériver par rapport à θ et on considérera tout le reste comme étant constant. Alors, ce sera moins 1 sur R des rangs sur des rangs θ, Kp cos θ sur R carré. Alors, Kp sur R carré, c'est une constante par rapport à θ. On la fait sortir, il nous reste la dérivée de cos θ par rapport à θ. C'est égal à moins sin θ. Et le résultat, c'est Kp sin θ sur R au cube. Et cette composante-là, Eθ, on l'appelle la composante orthoradiale. Ortho parce qu'elle est orthogonale à la composante radiale, parce qu'elle est portée par l'axe OY. Et l'axe O grand Y, il est perpendiculaire, orthogonal ou perpendiculaire, c'est la même chose, à l'axe O grand X. Voilà. On va maintenant représenter les vecteurs ER et Eθ. Voilà le point M. Au point M, nous avons le repère polaire MX et M grand Y. C'est aussi OX, O grand Y. C'est la même chose, c'est une translation de O. On fait une translation du point O,
en allant du point O, l'origine de O à M. Ça ne change rien, donc puisqu'on a dit qu'à chaque point, on a un repère. Alors, on va placer le repère, l'origine du repère au point M. C'est la même chose aussi que de dire O grand X, O grand Y. C'est juste une translation. Alors, le point M, la distance R, l'angle θ et le moment dipolaire P. Alors, la composante radiale, elle est portée par M grand X et la composante orthoradiale, elle est portée par M grand Y. Voilà, et le vecteur E, qui est la somme des deux vecteurs, donc on l'obtient par la règle du parallélogramme, enfin les parallèles, donc on fait donc, c'est comme c'est sur la figure, comme on sait tous faire, et ensuite maintenant le module de E, puisque ER et Eθ sont perpendiculaires, alors E, le module E, c'est racine de ER carré plus Eθ au carré. On remplace ER et Eθ par leur valeur et on obtient le module de E, c'est Kp par racine de 1 plus 3 cos carré θ sur R au cube. L'expression de ER, c'est 2Kp cos θ sur R cube et l'expression de Eθ, c'est Kp sin θ sur R cube. ER et Eθ, ce sont les composantes du vecteur champ électrique au point M, considéré au voisinage d'un dipôle. Et on voit apparaître donc le cosinus θ et le sinus θ dans le calcul de E, et même aussi dans V, on voit apparaître le cosinus θ, et ceci pour dire que évaluer le champ électrique ou bien le potentiel électrique en un point au voisinage d'un dipôle n'est pas un calcul facile, c'est un calcul complexe parce qu'il y a l'angle θ, et on doit donc se borner à ce qu'on appelle les positions de Gauss. Alors les positions de Gauss, ce sont des positions particulières en lesquelles le calcul il devient plus facile. Donc ce sont des positions particulières. Et ces positions-là, elles sont définies par deux points, situés sur l'un des deux axes de symétrie du dipôle. Voilà donc le dipôle, les deux axes de symétrie, ce sont X'(OX) et Y'(OY). Alors X'(OX), c'est l'axe qui porte le moment dipolaire, et Y'(OY), c'est l'axe qui est perpendiculaire au moment dipolaire. Alors, on va donc choisir un point M sur l'axe X'(OX), on considère M1 qui correspond à l'angle θ égal à 0. Alors on sait que l'angle θ, c'est l'angle entre O petit x et O grand M. O petit x, donc OXY, c'est le repère cartésien. Alors on va représenter le point M1 dans le repère cartésien. Voilà, donc le point M1, il est sur l'axe donc O petit x, parce que l'angle entre O petit x et O grand M, c'est égal à 0. Ensuite, on va essayer d'associer le repère polaire qui correspond au point M1. Alors voilà, donc le repère polaire, donc en M1, nous avons le repère polaire M1 grand X et M1 grand Y. Alors M1 grand X, donc c'est l'axe qui est donc porté par la droite qui contient le segment OM1 et il est orienté puisqu'on va de O vers M1 et on va après ensuite aller de M1 vers X. Et M1 grand Y, c'est l'axe perpendiculaire à M1 grand X, et on obtient M1 grand Y en faisant une rotation d'un angle pi sur 2 à partir de M1 grand X. Maintenant, on va évaluer le champ électrique E1 au point M1 en remplaçant θ par 0 dans l'expression de ER et dans l'expression de Eθ. Alors on trouve ER c'est 2Kp sur R cube parce que cosinus 0 c'est 1, et on trouve aussi Eθ c'est 0. Alors, on voit que la composante orthoradiale s'annule. Donc, il nous reste uniquement la composante radiale. Et comme on sait que le champ électrique, c'est la composante radiale, le vecteur champ électrique, c'est le vecteur composante radiale, plus le vecteur composante orthoradiale, donc on dira que E1, c'est uniquement ER. Alors, on représente maintenant E1 sur le repère polaire, M1X, M1Y, M grand X et grand Y. Alors, la valeur algébrique de E1, c'est 2Kp sur R cube. Alors c'est positif, ça veut dire que le vecteur E1, d'abord E1, il va être porté par l'axe M1 grand X, parce que E1, c'est la composante radiale. Et la composante radiale ER, on la dessine sur M1 grand X, et la composante orthoradiale, on la dessine sur M1 grand Y. Ici, E1, c'est uniquement une composante radiale, et puis la valeur algébrique de E1, elle est positive, et donc E1, il sera dans le même sens que M1 grand X, c'est-à-dire il sera dans le sens positif. Alors, on va essayer maintenant de considérer un autre point, toujours sur l'axe X'(OX), sur l'axe de symétrie X'(OX). Alors, on va dire M2, c'est le point auquel il correspond l'angle θ égal à pi.
Alors on va procéder de la même façon qu'on avait procédé pour le point M1. Alors on représente d'abord M2 sur le repère cartésien, voilà. Donc on a O petit x, O M2 c'est égal à pi. Maintenant on va dessiner le repère M2 grand X, M2 grand Y. Alors M2 grand X d'abord de O M2, ensuite M2 grand X. Donc M2 grand X il est sur la droite qui porte O M2. Et M2 grand X est dans le sens de OM2. Et M2 grand Y, on l'obtient à partir de M2 grand X en faisant une rotation d'un angle pi sur 2, toujours dans le sens positif. Maintenant, on va évaluer ER et Eθ en remplaçant θ par pi. Alors, on aura ER, c'est moins 2kp sur R3, parce que cosinus pi, c'est égal à moins 1, et Eθ, c'est 0. Et aussi, donc, comme on a trouvé pour M1, on va dire que Eθ, elle est nulle, donc E2, ce sera ER, la composante. Donc, le champ électrique E2 au point M2, il se réduit à la composante radiale de ce champ électrique. Maintenant, pour le représenter, la valeur algébrique de E2, c'est moins 2kp sur R3. Ça veut dire quelque chose de négatif. Ça veut dire que E2, qui va être porté par l'axe M2 grand X, alors ce vecteur E2 ne sera pas dans le sens positif, il sera dans le sens négatif, comme ça. Donc, il a le sens contraire à M2 grand X. Alors là, on va constater, puisque lorsque pour M1, on a trouvé que le vecteur champ électrique il est dans le même sens que lorsque pour M2. Donc pour θ égale à 0 ou bien pour θ égale à pi, le vecteur champ électrique E1 et E2 sont dans le même sens. Et aussi, on voit que le module de E1 ou bien le module de E2, c'est toujours, puisqu'on prend la valeur absolue de la valeur algébrique, c'est 2kp sur R3, parce que pour E2, c'est 2kp sur R3. Alors on va dire, voilà, donc lorsque on évalue le champ électrique sur l'axe X' OX ou bien sur l'axe qui porte le moment dipolaire P, alors il a toujours le sens de P et son module il est toujours de valeur qu'on peut avoir avec l'expression E égale à 2kp sur R3. Donc quelle que soit la position du point M sur l'axe X' OX, il a toujours le champ électrique E, il est de même sens que P. Et le module c'est 2kp sur R3. On va poursuivre, alors on va prendre un point M3 sur l'axe Y'OY. Alors le point M3, c'est le point auquel on a θ égale à pi sur 2. On représente M3 sur le repère cartésien. Voilà, et maintenant on va faire la même chose, on va dessiner le repère polaire. Voilà, de haut M3, et ensuite donc au M3, il est porté par l'axe O grand X. Maintenant, M3 grand Y, il est obtenu à partir de M3 grand X en faisant une rotation dans le sens positif. La rotation, elle vaut pi sur 2. ER et Eθ, donc maintenant cosinus θ c'est 0 et sinus θ c'est 1. Et donc ER c'est égal à 0 et Eθ ce sera kp sur R3. Alors ici, on voit que c'est la composante radiale qui disparaît parce que le champ E3 en M3, et donc on va dire donc par conséquent que le champ E3 il se réduit à la composante orthoradiale. On rappelle E3, le champ électrique E, c'est le ER plus Eθ. ER c'est 0, donc il nous reste uniquement Eθ. Alors on va représenter Eθ. D'abord Eθ c'est une composante orthoradiale, donc il sera dessiné sur M3Y. Voilà, la valeur elle est positive puisque c'est kp sur R3, donc E3 il sera dans le sens positif, c'est-à-dire il sera dans le même sens que M3Y. Voilà, on fait la même chose, on va considérer un autre point et comparer pour voir si on garde toujours le même sens, c'est la même expression. Alors le point que l'on va considérer c'est le point M4, qui a donc le point M4, c'est le point qui correspond à θ égale à 3 pi sur 2. Voilà, on représente M4 sur le repère cartésien. Et on représente le repère polaire qui correspond à M4. Alors de haut, donc M3X, alors donc de haut vers X, l'axe OX, il contient OM4, il contient le vecteur OM4. Et maintenant M4Y, on l'obtient à partir de M4 grand X avec une rotation de pi sur 2 dans le sens positif. On remplace θ par 3 pi sur 2 dans ER et Eθ, et on trouve ER c'est égal à 0, et Eθ c'est moins kp sur R3. La composante radiale s'annule, il nous reste la composante orthoradiale, donc E4 ce sera la composante uniquement orthoradiale. Pour représenter E4, la valeur algébrique elle est négative, c'est moins kp sur R3, ça veut dire E4 d'abord il sera porté par l'axe M4Y et E4 il sera dans le sens contraire de M4Y parce que sa valeur algébrique elle est négative. Alors on constate que pour M3 et pour M4 le champ E3 et E4 sont
dans le même sens contraire à P. Et dans les deux cas, le module de E3 et E4, il est donné par Kp sur R cube. Alors on va dire que si nous avons un champ électrique, donc si on veut évaluer le champ électrique sur l'axe perpendiculaire au moment dipolaire P, alors le champ, on va l'appeler E'. Donc ce champ-là, il sera de sens contraire à P et il aura comme module Kp sur R au cube. Donc de façon générale, donc on répète, de façon générale, si nous avons un moment dipolaire P, quand on exprime le moment dipolaire aux positions de Gauss, alors on va dire sur l'axe qui porte le moment dipolaire, le champ il est toujours de même sens que le moment dipolaire, il vaut 2Kp sur R cube en module, et sur l'axe qui est perpendiculaire au moment dipolaire, le champ il est toujours de sens contraire à P, et il vaut, comme son module vaut Kp sur R au cube. On va maintenant considérer l'action d'un champ électrique sur un dipôle. Alors le dipôle, il est donc placé dans un champ électrique uniforme E. Le champ uniforme, c'est un champ constant. Donc voilà, on le représente, c'est un vecteur constant en sens, en module et en direction. En A, donc nous aurons le champ E, en B, nous aurons aussi le champ E, on l'a partout. Maintenant, on sait déjà que lorsque nous avons une charge et un champ, on aura une force qui sera égale à la charge multipliée par le champ. Donc en A, nous allons avoir une force FA et en B, nous allons avoir une force FB. FA, elle est de sens contraire à E parce que FA, c'est égal à moins Q fois E. On multiplie E par une valeur négative. FB, elle aura le même sens que E parce que FB, c'est égal à Q fois E. Donc on multiplie E par une valeur positive. On a donc, à cause de ce champ électrique E, on a un couple de forces FA et FB, et ce couple, il a un axe delta qui passe par O. C'est quoi l'axe delta? Donc le dipôle, il est présenté il s'affiche sur l'écran, donc on va dire que l'axe delta, c'est l'axe perpendiculaire à l'écran. Il passe par O. On va expliquer pourquoi on parle de couple et d'axe. Alors d'abord, entre P et E, nous avons l'angle alpha. Alors, de P vers E. Donc maintenant, le couple de force, il va agir. Donc FA et FB, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire tourner le dipôle autour de l'axe delta, comme lorsqu'on tourne le volant d'une voiture. FA, elle ramène vers elle, FB, elle ramène vers elle, et ça entraînera un mouvement de rotation. La rotation, elle vaudra l'angle alpha. Donc FA et FB feront tourner le dipôle autour de delta, de l'angle alpha, jusqu'à ce que P et E aient le même sens. Voilà ce que l'on obtient. Donc d'abord, P et E n'ont pas le même sens. Donc la force FB, elle ramène vers elle. La force FA, elle ramène vers elle. Et au final, on atteint la position d'équilibre dans laquelle P et E ont le même sens. C'est pour ça qu'on a dit autour de l'axe delta, parce que les forces, elles agissent dans un mouvement donc elles vont entraîner un mouvement de rotation. Et l'axe, donc ça tourne autour de l'axe delta. L'axe delta qui passe par le milieu du segment AB. On démontre que l'énergie potentielle de ce dipôle est énergie qui est due au champ extérieur. Donc cette énergie-là, elle s'écrit EP, c'est moins P fois E. On va démontrer la relation de l'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il est placé dans le champ électrique, c'est-à-dire on démontre la relation de EP égale à moins P fois E, produit scalaire. Alors nous avons un champ électrique E. Et on sait que le champ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire si on a un champ, nous avons un potentiel. Le champ, il est donc uniforme, il est partout, et nous aurons donc un potentiel partout. Donc on aura un potentiel en A, qu'on appellera le potentiel VA, et un potentiel en B, qu'on appellera le potentiel VB. Maintenant, nous avons la charge moins Q en A. Et on sait que lorsque nous avons une charge dans un potentiel, cette charge possédera l'énergie potentielle. Donc la charge moins Q, elle est dans le potentiel VA, donc elle va posséder l'énergie potentielle moins Q fois VA. Pareil, la charge Q, elle est dans le potentiel VB, donc la charge Q, elle possédera l'énergie potentielle Q fois VB. Et donc, le dipôle, qui est composé de la charge moins Q et la charge plus Q, il aura comme énergie potentielle la somme de ces deux énergies potentielles, c'est-à-dire EP de la charge moins Q plus EP de la charge Q, c'est-à-dire QVB moins QVA. J'ouvre une parenthèse. Cette énergie potentielle, elle est due à un champ extérieur. Ce n'est pas l'énergie potentielle qu'on a calculée pour le doublet Q1 Q2.
pour le doubler Q1, Q2. Alors, on a calculé pour Q1, Q2, puis pour 3 charges, puis pour un ensemble indéterminé de charges. Alors pour Q1 et Q2, lorsque Q1, alors on a dit que Q1, elle est dans le potentiel créé par la charge Q2, et Q2, elle est dans le potentiel créé par la charge Q1, et ceci a entraîné l'énergie potentielle de ce système composé de Q1 et Q2. Là, l'énergie potentielle de Q1, elle n'est pas celle due à la charge Q, plutôt ici, l'énergie potentielle de la charge moins Q, ce n'est pas celle qui est due à la charge Q. Non, bien sûr qu'elle existe, celle qui est due à la charge Q, mais il ne s'agit pas de cette énergie-là. Et l'énergie potentielle de la charge Q, ce n'est pas celle qui est due à la charge moins Q. L'énergie potentielle de la charge moins Q, elle est due au champ E. L'énergie potentielle de la charge Q, elle est due au champ E, et E, c'est un champ extérieur. Donc, ce n'est pas les mêmes énergies potentielles. Alors, maintenant, EP qui s'écrit Q par VB moins VA, c'est une expression du travail. C'est l'expression du travail de la force FB lorsque la charge Q se déplace de B vers A. On va démontrer ça. Rappelons que, alors, lorsqu'on a considéré l'expression du travail, la charge Q2, elle se déplace de A vers B. La charge Q2, elle est soumise à la force F. Le travail, donc, de la force F, lorsque la charge Q2 va de A vers B, on l'a exprimé, on l'a démontré, ça donne KQ1 Q2 sur RA moins KQ1 Q2 sur RB, qu'on peut mettre sous la forme Q2 par KQ1 sur RA moins Q2 par KQ1 sur RB. Et KQ1 sur RA, c'est quoi? C'est le potentiel créé par la charge Q1 au point A. Et KQ1 sur RB, c'est le potentiel créé par la charge Q1 au point B. Donc, W de A jusqu'à B, donc de la force F lorsque la charge Q2 se déplace de A jusqu'à B, c'est Q2 par VA moins Q2 par VB. Et là, à partir de cette relation-là, on va dire que puisque nous avons trouvé pour l'énergie EP, pour la charge Q, c'est QVB moins QVA, ça ressemble à Q2VA moins Q2VB. Alors pour Q2VA moins Q2VB, on a dit c'est le travail de la force qui agit sur Q2 lorsque la charge Q2 va de A vers B. Et la même chose, QVB moins QVA, c'est le travail de la force qui agit sur la charge Q lorsqu'elle se déplace de B vers A. Bien sûr, la charge Q, elle ne se déplace pas. Elle est à sa place en B. C'est la charge moins Q, elle ne se déplace pas aussi, elle est à sa place en A. Mais l'expression QVB moins QVA, c'est aussi l'expression du travail de la force FB lorsque la charge Q si la charge Q se déplaçait de B vers A. Voilà. Maintenant, le travail de la force FB lorsque la charge Q se déplace de B vers A. Le travail, c'est un produit scalaire, c'est FB multiplié par BA. Il n'y a pas lieu d'utiliser les intégrales ici, c'est un petit déplacement tout court. Ça aurait été un petit déplacement tout court, c'est pas comme lorsqu'on a fait l'expression du travail, c'était un parcours quelconque et on a fait la somme des travaux élémentaires. Voilà. Maintenant, FB par BA, c'est moins FB par AB, puisque BA c'est moins AB. Et FB c'est quoi? C'est Q fois E, donc c'est moins Q fois E par AB. Et Q fois AB, c'est le moment dipolaire P, donc ce sera moins P fois E. Et on a donc démontré que l'énergie potentielle du dipôle, lorsqu'il est placé dans un champ électrique, ça s'écrit moins P fois E. Voilà. Maintenant, on va considérer le dipôle associé à la molécule d'eau. La molécule d'eau, elle est composée d'un oxygène, d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Voilà. Dans l'atome d'oxygène, nous avons 8 électrons et 8 protons. Dans l'atome d'hydrogène, nous avons 1 électron et 1 proton. Donc, au total, nous allons avoir 10 protons et 10 électrons. Alors, on va appeler N le centre de gravité des 10 électrons. Et en N, on aura la charge négative, donc moins Q, c'est moins 10E, parce qu'on a 10 électrons. Et on va appeler P, c'est le centre de gravité des 10 protons, et la charge qui sera donc en P, ce sera la charge positive, ça veut dire plus Q, c'est 10 électrons. Donc nous avons un dipôle N, et P. En N, nous avons la charge négative, et en P, nous avons la charge positive, et la distance D, c'est la distance qui sépare N de P. Voilà. Pour évaluer D, alors nous savons que le moment dipolaire, plutôt P pour la molécule d'eau, il vaut 6,2 fois 10 à la puissance moins 30 coulombs par mètre. C'est le moment dipolaire associé à la molécule d'eau. Et Q, on la connaît, c'est 10E. Donc on peut évaluer D. D, c'est égal à P sur Q, parce que P, c'est Q fois D.
Voilà. Et ça vaut 0,038 angstrom. Un exercice d'application. Alors il dit le dipôle électrique associé à la molécule d'eau est de moment dipolaire P égale 6,2 fois 10 à la puissance moins 30 coulombs par mètre. Il est placé dans le champ électrique créé par une autre molécule d'eau et leurs centres sont distants de 3,44 angstroms, c'est-à-dire les centres des deux dipôles. Alors, premièrement, si on suppose que leurs centres sont fixes, de quelle manière s'orientent-elles les deux molécules? Et quelle est alors l'énergie potentielle de chaque molécule et que signifie-t-elle? Et en deuxième question, on nous dit pour évaporer 1 gramme d'eau, il faut 2260 joules. Déduire le nombre de liaisons qu'une molécule d'eau a avec ses voisines et expliquer alors le phénomène d'élimination de la chaleur corporelle par sudation. Alors pour répondre, on va donc la molécule, nous avons deux molécules, on va désigner la molécule 1, on va la représenter par son moment dipolaire P1 et le champ qui lui correspondra, il sera désigné par E1. Et la deuxième molécule, la molécule 2, donc elle aura comme moment dipolaire P2 et comme champ électrique E2. Alors pour commencer, donc pour répondre à la première question, rappelons d'abord que lorsque nous avons un moment dipolaire P, alors le champ électrique qui est créé au voisinage de ce moment dipolaire, au voisinage de ce dipôle, alors on le considère uniquement au niveau des positions de Gauss. La première, elle est sur l'axe donc du moment dipolaire P, comme on voit sur la figure. Donc sur l'axe du moment dipolaire P, nous avons E et P sont dans le même sens. Et E s'écrit comme 2kp sur R cube. Parce que E et P sont dans le même sens, on a vu déjà, le module de E, c'est 2kp sur R cube. Donc si on revient, donc là, à partir de la relation vectorielle, si on refait le module, on va trouver 2kp sur R cube. Sur le deuxième axe de symétrie, alors l'axe perpendiculaire au moment dipolaire P, E', on avait dit que E', son module, c'est kp sur R cube. Maintenant, E' et P sont de sens contraire, donc on va écrire E', c'est moins kp sur R cube. Alors, on nous avait dit que la molécule 2, elle est dans le champ créé par la molécule 1. Donc, on va travailler dans le cadre des positions de Gauss. Alors, on va d'abord placer la molécule 2 sur l'axe qui porte le moment dipolaire. On va considérer cette situation, puis on considérera la situation où la molécule 2 se trouve sur l'axe perpendiculaire au moment dipolaire. Donc on commence par la première position de Gauss. Nous avons donc le dipôle P1, le champ électrique créé au voisinage de ce dipôle CE1, et on va ramener la molécule 2 et on va la placer donc dans le champ E1. Alors, c'est une orientation quelconque. Le moment dipolaire, c'est P2. En fait, P2, il se dirige d'une charge négative vers une charge positive. Voilà. Alors, la charge négative et la charge positive. Nous avons une charge négative avec un champ électrique. On aura obligatoirement une force. La force F-, c'est égal à la charge négative multipliée par le champ E1, puisqu'on multiplie le champ E1 par une charge négative. Donc, c'est pour cela que F-, elle prend le sens opposé à E1. La même chose pour la charge positive, puisqu'elle est soumise au champ électrique E1, donc elle est dans le champ E1, donc elle sera soumise à la force F+, qui sera de même sens que E1. Ce couple de forces va essayer de faire tourner le dipôle, va essayer de faire tourner le dipôle P2 jusqu'à ce qu'il vienne s'aligner et jusqu'à ce qu'il prenne le même sens que E1. Voilà. Voilà, P2, il est venu donc s'aligner et prendre le même sens que E1. Maintenant, P2, c'est un dipôle. Lui aussi, il va créer un champ électrique sur l'axe principal de P2, sur son axe de symétrie, sur son premier axe de symétrie. Et il créera aussi un moment dipôle, donc un champ électrique sur l'axe perpendiculaire. Alors, la molécule 1, on voit bien ici, la molécule 1, elle est en effet sur l'axe donc du dipôle P2. Donc elle va être soumise au champ électrique E2. Voilà. Donc je répète, nous avions P1, E1. C'est pour la première molécule. On place la deuxième molécule P2. P2, donc, ça veut dire qu'on aura un couple de force. Ce couple de force va faire tourner P2 jusqu'à ramener P2 au même sens, à avoir le même sens que E1. Une fois qu'on a ramené P2, qu'elle a eu le même sens que E1, après, on va lui mettre le champ qui va lui correspondre. Et la molécule 1, elle se retrouve sur l'axe qui porte la molécule P2, donc elle sera soumise au champ électrique E2.
Donc voilà, c'est une situation d'équilibre. L'énergie potentielle qui va correspondre à la première molécule, on a vu que lorsqu'un dipôle est placé dans un champ extérieur, son énergie potentielle s'écrit EP égale à moins le produit scalaire P fois E. Alors la molécule 1, le moment dipolaire c'est P1, elle est dans le champ E2, donc EP1 c'est moins P1 par E2. On remplace E2, donc le vecteur E2 c'est 2K P2 sur R cube, donc voilà, on fait la multiplication, et ensuite donc on va dégager les constantes à l'extérieur, il nous reste moins 2K, le vecteur, le produit scalaire P1 par P2 sur R cube. Voilà. Pour la deuxième molécule, la molécule 2, le dipôle 2, donc il est où? Il est dans le champ créé par la molécule 1. Donc P2, il est dans E1. Donc l'énergie potentielle de 2, c'est égal à moins P2 par E1. Pareil, on remplace E1. E1, c'est quoi? C'est égal à 2K P1 sur R cube. Voilà, on remplace et on fait sortir les constantes et on obtient moins 2K P1 P2 sur R cube. Maintenant, on se rend compte que EP1, c'est égal à EP2. Et P1 et P2, comme on le voit dans cette position d'équilibre, ils sont dans le même sens. Donc le produit scalaire de P1, donc ils sont dans le même sens. Voilà, donc le vecteur P1, et c'est la même valeur, 6,2 fois 10 à la puissance moins 30. Donc on va dire que le vecteur P1, c'est égal au vecteur P2. Donc, on va donc transformer la relation de EP1 ou bien de EP2, c'est-à-dire au lieu de mettre vecteur produit scalaire P1, P2, ça va devenir P1, P2, parce que le cosinus de l'angle entre les deux, c'est 0. Je rappelle, le produit scalaire, c'est le module de deux vecteurs, c'est le module du premier, multiplié par le module du deuxième, par cosinus de l'angle qui existe entre les deux. Donc, EP1, qui est égal à EP2, s'écrit moins 2K P1, P2 sur R cube. Nous avons P1, c'est égal à P2, la valeur. Nous avons la distance qui sépare O1, O2, parce que R, c'est O1, O2, c'est la même chose. Et donc, on va remplacer et on obtient l'énergie moins 1,7 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Voilà, donc on a considéré l'équilibre qui correspond à la première position de Gauss. On va faire la même chose pour la deuxième position de Gauss. Donc, la molécule 2, on va la placer dans la deuxième position de Gauss par rapport à la molécule 1. Voilà, d'abord la molécule 1. Voilà donc le champ qu'elle crée dans la deuxième position de Gauss. P1, donc dans la deuxième position de Gauss, E1, il est donc de sens opposé à P1. Et il s'écrit E1 égale à moins KP1 sur R cube. Ramenons la molécule 2 au niveau du champ électrique E1, voilà, et on lui donne une orientation quelconque. Pareil, donc le dipôle P2, c'est en fait un ensemble de deux charges, moins et plus, donc le dipôle, il est dirigé de la charge moins vers la charge plus. Donc, on se retrouve avec une charge négative et un champ, donc on aura une force. Et donc, la force F-, elle sera de sens contraire à E1 parce qu'on multiplie E1 par une charge négative. Voilà. Là, donc, pour la charge positive, elle sera soumise à E1, donc elle est dans le champ E1 plutôt. Elle sera donc soumise à la force F+. Nous avons donc un couple de forces qui va donc faire tourner le dipôle jusqu'à ce que P2 et E1 aient même sens. Maintenant, P2, elle a pris sa position finale, elle va donc, et on se rend compte que par rapport à P2, la molécule P1, elle est où? Elle est sur l'axe perpendiculaire à la molécule P2. Donc, elle est aussi dans la deuxième position de Gauss par rapport à la molécule P2. Donc, on a placé la molécule P2, elle a pris le sens de E1. Maintenant, on regarde la molécule P2, donc elle est, et on fait donc l'axe perpendiculaire, l'axe O1, O2, c'est l'axe perpendiculaire à P2, et la molécule P1, elle est donc la molécule 1, elle est positionnée au niveau de la deuxième position de Gauss par rapport à la molécule 2. Donc le champ électrique qui va être créé par P2 au niveau de la deuxième position de Gauss, il sera donc de sens contraire à P2. Et voilà, donc en définitive, nous avons P2 et E1 donc sont de même sens. P1 et E2 sont de même sens, c'est une situation d'équilibre. On va calculer maintenant le champ. On va plutôt donc évaluer l'énergie potentielle pour la molécule 1 et pour la molécule 2, comme on a fait pour la première position de Gauss. EP1, c'est moins P1, E2. Maintenant, donc E2, c'est pour la molécule 2. Il est sur la deuxième position de Gauss, donc E2, c'est moins KP2 sur R cube. Voilà. Alors on fait sortir le K à l'extérieur avec le signe moins, moins, c'est plus. On arrive à KP1, P2 sur R cube. Pour la molécule 2, EP2, c'est moins P2 par E1. On remplace E1, c'est égal à quoi? E1, c'est pour la molécule 1. E1, il est sur l'axe perpendiculaire au dipôle 1. Donc ce sera moins KP1 sur R cube.
on remplace, on dégage les constantes et on aboutit à ça. On se rend compte que EP1 c'est égal à EP2 CK P1 P2 sur R cube. Maintenant, on voit bien que le vecteur P1 et P2 sont de sens opposé. Ils ont le même module, ils sont parallèles, mais ils sont de sens opposé. Ça veut dire que P1 est égal à moins P2. Donc le produit scalaire de P1 P2, c'est égal à moins P1 P2. Ce sera le module de P1 par le module de P2 par le cosinus de l'angle qui est entre les deux, c'est 180 degrés. Donc moins P1 P2, donc l'énergie potentielle, ça devient moins K P1 P2 sur R cube. Et on la calcule et on trouve moins 0,85 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Alors nous avons deux énergies potentielles, laquelle on va retenir. Alors il faut savoir qu'un système livré à lui-même évolue spontanément vers un état d'équilibre. Donc là, nous avons deux états d'équilibre. On a placé la molécule 2 au voisinage dans le champ créé par la molécule 1 et on a eu, donc selon les deux dispositions, on a eu deux états d'équilibre. Mais lequel est stable parmi ces deux états d'équilibre? Alors la notion de stabilité, donc en mécanique, on dit qu'un équilibre est stable lorsque l'énergie potentielle donc l'équilibre d'un système est stable lorsque l'énergie potentielle de ce système est minimale. Sinon, il n'est pas stable. Donc l'équilibre stable, quelle est l'énergie potentielle minimale à partir de ces deux? Alors on remarque que donc EP1, voilà, on a remarqué que si P1 et P2, donc voilà, pour récapituler avant de faire la remarque, alors donc l'énergie minimale potentielle, elle doit être minimale. Alors nous avons, pour la première situation, nous avons l'énergie potentielle, c'est moins 1,7 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Pour la deuxième, c'est moins 0,85 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Ça veut dire que, on va dire moins 1,7, c'est inférieur à moins 0,85. Et donc, l'énergie, elle est minimale pour quelle situation? Elle est minimale lorsque P1 et P2 ont le même sens. Alors on va dire c'est la position qui correspond à l'équilibre stable. Alors, lorsque la molécule 2 elle est au voisinage de la molécule 1 et qu'elle se trouve exactement au niveau de la première position de Gauss, ceci correspond à un équilibre stable. Et on va le dire, si P1 et P2 ont le même sens, EP, elle est minimale. Je répète, nous avons deux énergies potentielles, la plus faible, l'inférieure, c'est moins 1,7. Moins 1,7, c'est inférieur à moins 0,85. Donc, puisque l'énergie potentielle elle est minimale, alors l'équilibre qu'on a obtenu pour la première deux positions de Gauss, c'est un équilibre stable. Alors, on vient de garder l'énergie potentielle qui correspond à la position d'équilibre qui est donc dans la première position de Gauss. Cette énergie potentielle est négative et elle signifie que c'est une énergie de liaison entre les deux molécules. Donc, si les molécules sont liées avec cette énergie potentielle EP, alors si on pense à briser la liaison, il faut donc fournir moins EP. Parce que si elles sont liées avec EP, si on fournit moins EP, ça veut dire qu'on va annuler cette énergie de liaison et donc on va libérer la molécule de l'autre. Chaque molécule sera libérée de l'autre. Alors dans la deuxième question, on nous demande de, et sachant que 2260 joules suffisent, donc pour évaporer 1 gramme d'eau, il faut 2260 joules. Alors trouver le nombre de liaisons qu'a une molécule d'eau avec ses voisines. Alors d'abord, 2260 joules, c'est pour 1 gramme. On va essayer donc de ramener cette valeur à une molécule, c'est-à-dire on va calculer le nombre de molécules qui existent dans 1 gramme d'eau. Donc sachant que 18 grammes, c'est le nombre de molécules Lavogadro, et 1 gramme, ça correspond à petit n, et on calcule avec cette règle de 3, et on trouve petit n, c'est égal à 0,334 fois 10 à la puissance 23 molécules dans 1 gramme d'eau. Donc, maintenant, 2260 joules pour 0,334 fois 10 à la puissance 23 molécules. Donc, on va donc déduire le nombre, l'énergie qu'il faut pour évaporer une seule molécule. On calcule et on trouve 6,76 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Donc, on va dire la phrase d'une autre façon. Ils ont dit 1 gramme est libéré par 2260 joules. Ça revient à dire une molécule est libérée par 6,76 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Maintenant, on vient de dire que pour briser une liaison entre deux molécules, il faut fournir moins EP, c'est-à-dire il faut fournir plus 1,7 fois 10 à la puissance moins 20 joules.
Et la molécule d'eau qui s'évapore, c'est une molécule qui n'est pas liée. Donc on va donc dire 6,76 fois 10 à la puissance moins 20 joules, ça correspond à combien de liaisons? Si 1,7 fois 10 à la puissance moins 20 suffisent pour briser une seule liaison, alors cette molécule qui a pris 6,76 fois 10 à la puissance moins 20 joules, c'est en fait combien de liaisons? Et on trouve que le nombre de liaisons, c'est 4. C'est-à-dire que chaque molécule, elle est liée avec 4 autres molécules pour l'eau. Alors on nous demande ensuite d'expliquer le phénomène d'élimination de la chaleur par la chaleur corporelle, par la sudation. Alors il faut savoir qu'on élimine 1 litre de sueur par jour et par les grosses chaleurs ou bien quand on fait de gros efforts, cette élimination, elle peut atteindre 4 litres. Alors, le muscle, pour qu'il puisse fonctionner, il doit consommer de l'oxygène et du glucose qu'il va prélever dans le sang. Alors l'oxygène et le glucose réagissent ensemble pour donner du CO2 et de l'énergie. Alors l'énergie donc qu'on obtient à partir de cette réaction chimique, à partir de la réaction qui se passe entre CO2 et entre l'oxygène et le glucose, alors une partie de cette énergie, elle sera effectivement utilisée par le muscle et le reste, donc c'est un excédent de chaleur, donc cet excédent d'énergie sera éliminé ou bien libéré sous forme de chaleur. Cette chaleur, donc elle sera captée par qui? Il faut savoir que nous avons 2 capteurs principaux de chaleur dans le corps, ce sont l'hypothalamus et la peau. Donc cet excédent de chaleur qui sera libéré sous forme, donc cet excédent plutôt d'énergie qui sera libéré sous forme de chaleur, il sera capté par la peau et l'hypothalamus. Alors la chaleur qui arrive au niveau de la peau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira briser les liaisons des molécules d'eau et donc on aura ainsi de la sueur. C'est tout. Donc une molécule d'eau, quand on la brise, donc on libère les molécules et on obtient de la sueur. Bien sûr, donc ça c'est même pour le muscle, il consomme de l'oxygène et du glucose, qu'il soit donc en état donc de travail ou bien de repos. Et alors plus l'effort est grand, ou bien quand on fait de gros efforts, ça veut dire le muscle consomme plus d'oxygène et de glucose, et donc l'énergie que l'on va obtenir, elle sera plus conséquente, et la chaleur, elle sera encore plus conséquente.